Bonjour tout le monde, bienvenue au premier cours de biologie moléculaire 1101. Je vais commencer tout de suite. Donc c'est ça, moi je m'appelle Corey Patel. Je vais être l'enseignante pour la session d'été. Le plan de la séance d'aujourd'hui, c'est de faire une brève introduction. Par la suite, il y a 5 sous-sujets qui vont être couverts durant cette séance. Donc, la composition chimique de la cellule, les macromolécules, les liens forts et les liens faibles et l'énergie d'activation. Donc, toutes les présentations de cette session ont été inspirées par les présentations de Dr. Anger, qui est la professeure titulaire qui donne le cours normalement. Donc, c'est quoi la biologie moléculaire? Donc, nous, on aimerait examiner le fonctionnement des cellules à l'échelle moléculaire. On étudie également la relation entre l'ADN, c'est-à-dire les gènes, et les protéines. Donc, les protéines sont les molécules qui font le travail. Et si on étudie la fabrication des protéines, ça implique aussi une certaine régulation de leurs expressions. Et en biologie moléculaire, on parle beaucoup de biochimie et la génétique. C'est aussi très technique. Les techniques de biomol sont utilisées dans la recherche fondamentale dans tous les domaines de la biologie. Donc, surtout le séquençage qui fait partie de plusieurs domaines tels que la bioinformatique, la génétique des populations, la phylogénie et l'écologie. Donc, c'est un outil très puissant pour identifier d'un coup, par exemple, tous les micro-organismes qui peuvent se retrouver dans 1 litre d'eau de mer. Et on peut les quantifier également. Donc, manipuler ces séquences d'ADN, comme j'ai dit, ça se fait dans plusieurs domaines de biochimie, la biophysique et la biologie, bien sûr. Donc, on va manipuler l'ADN qui code pour le gène et son expression qui est également codée au niveau de l'ADN. Et on peut fabriquer des gènes particuliers à certains moments précis et dans certains tissus spécifiques, comme par exemple la souris transgénique qu'on va voir un peu plus tard. Et c'est même utile pour la fabrication des vaccins. Donc, tout ça, ça repose sur nos connaissances de comment l'ADN est utilisé pour fabriquer des protéines. Donc, l'ADN, c'est vraiment au cœur de la biologie moléculaire et c'est la molécule centrale en biologie. Donc, le principe de base est que l'ADN est transcrit en ARN par un processus qu'on nomme la transcription. Et cette molécule d'ARN est traduite en protéines par la traduction. Donc, c'est les 2 grosses étapes de ce cours qu'on va étudier. On va parler beaucoup de l'ADN, sa structure, sa réparation, sa réplication, et après, on va voir comment l'ARN est fabriqué et comment il est traduit en protéines. Évidemment, c'est autoréférentiel car les protéines assurent la réplication et la réparation de toutes les manipulations au niveau d'ADN et l'ARN. Donc, ici, on a une méduse et c'est simplement pour illustrer que quand on a compris ces notions de la transcription, la traduction et de la biologie moléculaire en général, on peut prendre la méduse qui est capable d'émettre la bioluminescence grâce à une protéine fluorescente qui s'appelle la GFP, donc Green Fluorescent Protein, et prendre sa séquence et insérer dans d'autres organismes. Comme par exemple, on peut fusionner la séquence du GFP avec une autre protéine, donc elle va taguer en quelque sorte cette protéine. Donc, elle va mettre un drapeau fluorescent sur cette protéine et
qu'on introduit cette construction dans les cellules et on peut observer où la protéine est exprimée. Mettons, par exemple, dans l'image que vous avez à l'écran ici, on a introduit le transgène, on a introduit l'AGFP dans une protéine spécifique et on voit qu'il y a que ça fluoresce, il y a la fluorescence verte et des marqueurs rouges. Les marqueurs rouges, c'est pour identifier l'appareil de Golgi. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine concentration de la protéine au niveau du Golgi et aussi dans d'autres vésicules à l'intérieur de la cellule. Les parties foncées que vous voyez ici, c'est les noyaux des cellules. Et il y a plusieurs cellules pas marquées car ils n'ont pas incorporé le transgène. Okay. On peut également introduire le transgène de ce type dans des organismes comme la souris, dont la souris transgénique que vous voyez sur la diapo, où on a introduit le gène qui code le GFP sous le contrôle d'un promoteur d'un gène de la peau. Donc, c'est la protéine kératine qui est très abondante au niveau de la peau. Donc, la peau contient de la GFP et on le voit surtout au niveau des oreilles, des pattes et des yeux parce qu'il y a moins de poils à ce niveau-là. À des fins biomédicales, l'insuline a aussi fait l'objet des technologies utilisées en biologie moléculaire. L'insuline, en fait, c'est une hormone peptidique qui est synthétisée par le pancréas pour réguler le métabolisme du glucose. Et cette hormone est déficiente chez les gens qui sont diabétiques. Donc, l'invention de l'insuline créée par les hommes a permis à ces gens diabétiques de vivre presque une vie normale en leur donnant de l'insuline fabriquée par des méthodes d'ADN recombinant. Donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont introduit le gène de l'insuline dans S. cerevisiae, qui est une levure, et qui est facile à faire croître dans un milieu contrôlé. Donc, on peut facilement faire la croissance de la levure dans un bouillon de culture et elle se divise très rapidement et chacun des levures peut fabriquer cette protéine étant l'insuline. Et après, il faut purifier l'insuline et donc on a quasiment une source infinie de cette protéine de façon directe et assez facile. Donc, l'insuline était le premier médicament commercialisé qui a utilisé de l'ADN recombinant, mais on peut fabriquer n'importe quelle protéine de cette manière. Donc, avant qu'on avait cette technologie à notre disposition, on utilisait des sources d'insuline qui provenaient des pancréas de cochons ou de vaches, mais les pancréas ne sont pas très gros, donc c'était un processus assez coûteux et qui pouvait aussi occasionner des réactions allergiques car la protéine d'insuline n'est pas exactement pareille chez ces animaux comparé à chez l'humain. Donc, c'est un gros avantage d'avoir cette technologie d'ADN recombinant qui permet de produire exactement la même molécule que chez l'humain. Donc, là, donc ça, c'était pour l'introduction et, dans le fond, la pertinence de la biologie moléculaire dans différents domaines de la science. Le deuxième sujet, c'est la composition chimique de la cellule. Donc, je passe ces diapos surtout pour remettre
pour que tout le monde puisse être au même niveau. Si vous avez suivi le cours de biologie cellulaire ou même certains cours de biologie au cégep, ça se peut que c'est des notions que vous avez déjà. Si c'est nouveau pour vous, je vous suggère de lire les chapitres dans le Watson ou n'importe quel livre de biocell ou de biomol. Ça peut vous être utile. Donc, la cellule est principalement composée de l'eau à 90%, dans 90% des organismes. Les molécules organiques et les ions organiques. Les molécules organiques sont les plus importants et les ions sont également essentiels à beaucoup d'activités cellulaires. Donc, l'importance de l'eau découle de sa polarité. Elle est polaire parce que il y a des différences d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène qui va faire en sorte que les électrons sont plus attirés plus fortement vers l'atome d'oxygène qui devient donc légèrement négatif et donc les deux atomes d'hydrogène deviennent légèrement positifs. Donc, ça permet de créer un dipôle et donc l'eau peut faire des liens avec ces atomes d'hydrogène et donc ça lui permet d'agir avec d'autres molécules et de les solubiliser. L'eau pourra agir avec des molécules hydrophiles et va repousser des molécules hydrophobes. Et ça, c'est super important pour la formation de la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique, donc oui, il y a la polarité qui joue dans son organisation et c'est formé par ce qu'on appelle des molécules amphipathiques, donc qui ont des extrémités hydrophobes et des extrémités hydrophiles. Donc, cette couche de phospholipides, qui est une double couche, il y a la partie hydrophile de la molécule qui va être à la surface et qui va être en contact avec l'eau. Et il y a la partie hydrophobe qui va être gardée au centre. Donc, les longues chaînes d'hydrocarbures forment la partie hydrophobe qui est gardée au centre. Et c'est ce qui garde la membrane intègre dans le milieu aqueux. Les ions organiques composent moins de 1% de la masse cellulaire. Ils sont essentiels à plusieurs aspects. Par exemple, les gradients de sodium et potassium sont importants pour l'influx nerveux. Le bicarbonate maintient le pH sanguin et les ions hydrogène sont également importants. Donc, les molécules organiques c'est de ce qu'on va parler le plus. Ils sont à base de carbone. Et pourquoi le carbone est si important? C'est parce que le carbone peut faire 4 liens simultanément à cause de ses électrons. En fait, à cause de ses électrons valence dans sa deuxième couche, il peut faire 4 liaisons covalentes car la deuxième couche permet d'avoir 8 électrons normalement. Donc, ça forme un tétraèdre. Et donc, par exemple, vous avez ici un atome carbone avec 4 liaisons, 4 liaisons d'hydrogène qui forment la molécule de méthane. Mais ce n'est pas juste des atomes d'hydrogène qui peuvent se lier, il y a d'autres atomes qui peuvent s'associer. Et donc, ça peut créer des chaînes de carbone très complexes et très longs. En fait, les carbones sont les biomolécules qui sont principales à la cellule. Donc, il y a 4 classes principales. Il y a les sucres, les lipides, les acides nucléiques et les acides aminés. Donc, ces 4 classes principales de biomolécules dans la cellule
c'est ce qu'on va voir plus en détail par la suite. Et parmi ces quatre, il y a trois, donc les sucres, les acides nucléiques et les acides aminés, qui peuvent former des polymères. Donc, les polymères, comme je disais tantôt, c'est, dans le fond, le mot polymère désigne des très longues chaînes. Donc, on peut avoir des polysaccharides qui sont des polymères de sucre. Donc, ici, on a l'amidon et le glycogène. On peut avoir des polymères d'acides nucléiques qui forment l'ADN ou l'ARN et des polymères d'acides aminés qui forment les protéines. Donc ici, on a la myoglobine qui est retrouvée chez l'humain. Donc, dans cette troisième partie, on va examiner plus en détail les quatre macromolécules, donc c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines et l'ADN, l'ARN. Donc, les glucides, c'est dans le fond les sucres. C'est la principale source d'énergie chez la plupart des cellules, donc autant chez les animaux que chez les plantes. C'est stocké sous forme de polymères dans le foie et les muscles chez les mammifères et chez les plantes, c'est stocké sous forme d'amidon. Donc, c'est des sucres plus ou moins complexes qui vont attacher à des protéines, mais qui peuvent s'attacher à des protéines et servir de marqueur pour le transport vers la surface. Ces protéines glycosylées permettent aussi l'interaction avec la matrice et entre les différentes cellules et tissus. Donc, les glucides ont plusieurs rôles. Et il y a différents types de glucides. Donc, ici, c'est les monosaccharides, donc les hydrates de carbone qui forment qui ont des formes différentes, mais qui forment, dans le fond, soit un hexose, une triose ici, ou un pentose. Donc, dans le fond, le glucose, c'est un hexose parce qu'il a 6 carbones. La glycéraldéhyde est un triose et la ribose est un pentose parce qu'il a 5 carbones. Donc, il y a différentes structures et les différents nombres de carbone vont déterminer la complexité de ces sucres. Donc, les monosaccharides, c'est des sucres simples. La formule de base, c'est le CH2O que vous voyez ici. Et pour chaque molécule de carbone, on ajoute une molécule d'eau. Donc, un sucre comme le glucose, c'est le C6H12O6. Et les monosaccharides peuvent se lier ensemble pour former des sucres plus complexes, c'est-à-dire un disaccharide comme le lactose. Donc ça se fait par une réaction de déshydratation. Donc on voit la molécule d'eau ici qui découle de cette réaction. Donc le lactose est formé par la combinaison du glucose et de galactose. Et ça forme une liaison qu'on appelle un lien glycosidique. Donc, il y a un lien qui va se former entre l'oxygène du galactose et le carbone du glucose. Et lorsque ce lien est formé, les atomes que vous voyez soulignés en gris, donc c'est-à-dire qui vont former la molécule d'eau, va être libéré. Ça s'appelle un lien bêta 1,4 car c'est un lien entre le carbone 1 du galactose et le carbone 4 du glucose. Donc, le lactose, c'est un disaccharide avec deux sous-unités de sucre. Donc, les polysaccharides,
il y a deux grandes familles, les polymères d'alpha-glucose, donc qui ont des liens alpha, par exemple l'amidon et le glycogène, et les polymères de bêta-glucose qui ont des liens bêta, comme la cellulose. Donc, il y a aussi d'autres sous-unités de sucre qui sont possibles, mais ça, c'est les trois principaux qui sont illustrés ici. Donc, l'amidon, dans le fond, c'est les plantes qui vont stocker des réserves d'amidon dans leurs graines pour permettre la germination. La glycogène, c'est au niveau des mammifères que c'est stocké dans le foie et dans les muscles pour fournir l'énergie. Les deux sont presque identiques. Ils sont formés de molécules de glucose avec des liens alpha 1,4. Donc, le carbone 1 est lié au carbone 4 du sucre suivant. Et une autre unité peut se lier au carbone 6, qui fait qu'il peut avoir des liens carbone 1 à carbone 6. La différence entre les deux, entre amidon et glycogène, se situe au niveau des fréquences des branchements et le nombre des branchements. Donc, il y a plusieurs types d'amidon. Il y a plein de variétés d'amidon. Donc, ce qui les différencie, c'est vraiment les branchements et le nombre de branchements. Donc, la différence entre alpha versus bêta, c'est vraiment par rapport au plan du sucre. Le bêta 1,4, le lien bêta 1,4 ici ressemble au lien du lien bêta 1,4 dans la diapo précédente avec le glucose et galactose qui formaient le lactose. C'est le même type de lien qu'on trouve dans la cellulose, qui est une fibre à l'intérieur des plantes et que le cellulose ne peut pas être hydrolysé chez les animaux, mais que les bactéries peuvent l'hydrolyser. C'est pour ça, nous, on ne peut pas digérer des fibres, tandis que les ruminants sont capables car ils ont des bactéries spécifiques au niveau de l'intestin. Donc, si on retourne à cette diapo ici, le lien bêta 1,4 du lactose, il est clivé par la lactase chez les humains. Et lorsqu'une personne est intolérante au lactose, il est déficient dans cette enzyme qui s'appelle la lactase. Les lipides, donc les lipides, ce n'est pas exactement des macromolécules, mais on les met quand même ensemble avec les sucres, les acides aminés et les protéines. Parce qu'ils ne sont pas vraiment des macromolécules parce qu'ils ne forment pas des chaînes aussi longues que les trois autres. Ils sont composés de différentes sous-unités et de molécules organiques et ils jouent un rôle important dans la signalisation cellulaire. Donc, plusieurs hormones et messagers intracellulaires utilisent des lipides. Donc, le principal composant de lipides, c'est les acides gras. Il y a différentes sortes d'acides gras et la distinction principale se fait au niveau de la saturation. Donc, lorsqu'on dit qu'un acide gras est saturé, ça veut dire que toutes les positions dans l'atome du carbone sont occupées par un hydrogène. Donc, il n'y a pas de lien, il n'a pas de double lien entre les carbones. Contrairement à insaturé, il existe des doubles liens entre le carbone, comme vous le voyez ici. Donc, dans les insaturés, il peut y avoir un double lien ou plus qu'un. Et la différence physique qu'on peut observer, c'est que les gras saturés vont avoir une apparence solide, même à plus haute température,
c'est en fait la différence entre le gras animal versus l'huile végétale que l'huile est insaturée. Étant donné que les gras saturés sont linéaires et ils peuvent se placer beaucoup plus facilement de façon stable les unes par rapport aux autres, donc ils deviennent solides à une plus haute température. Donc, les triglycérides, donc les acides gras ne sont pas des acides gras libres. Ils sont souvent en formation qu'on appelle triglycérides. Donc, c'est 3 acides gras qui sont reliés à une molécule de glycérol, donc qui donne les triglycérides. Donc, ici, il y a 3 acides gras différents, acide palmitique, acide oléique, acide linoléique, qui sont liés à la molécule de glycérol en rouge ici. Pour ce faire, ça prend un lien ester, donc l'oxygène qui va venir faire un lien avec le carbone. Les phospholipides ont une structure similaire aux triglycérides, mais au lieu d'avoir 3 chaînes d'acides gras, il y en a une chaîne qui est remplacée par un groupement chargé. Donc, ça va être un glycérol avec 2 chaînes d'acides gras et on va ajouter une choline via un groupement phosphate. Donc, ça fait le phospholipide. Et cette phosphate est liée à une autre molécule. Donc, ici, vous avez 4 petites molécules sur la diapo. Donc, l'éthanolamine, la choline, l'inositol ou la sérine. Et donc, ça peut être lié à une de ces 4 petites molécules. Donc, si cette chaîne comprend l'inositol, ça va être un phosphatidylinositol. Ou si c'est lié à la choline, ça va être un phosphatidylcholine. Et donc, ces molécules vont servir à composer principalement la membrane plasmique des cellules. La sphingomyéline ressemble beaucoup au phospholipide, mais ne contient pas le glycérol. Le glycérol est en fait remplacé par la sérine, qui est un acide aminé. C'est la sphingomyéline qui se retrouve principalement au niveau des gaines de myéline qui entourent les axones des neurones. Donc ici, on voit qu'il y a une molécule de sérine et un groupement de phosphoéthanolamine. Dans le fond, on a un éthanolamine ici. Les glycolipides, donc, c'est 2 acides gras liés par un groupement hydrophile et qui est lié à un sucre. Donc, ces molécules se retrouvent souvent dans la couche externe de la membrane et jouent un rôle dans la reconnaissance des molécules. Donc, au lieu d'avoir un groupement d'éthanolamine, on a un groupement de sucre. Donc, ici, on a le glucose. Le cholestérol, qui est une composante importante de la membrane plasmique, qui est composée de 4 cycles plutôt que des chaînes. Donc, les cycles sont très hydrophobes et le groupement OH à l'extrémité rend cette molécule hydrophile. Donc, le cholestérol, c'est un précurseur de plusieurs hormones lipidiques comme le testostérone et l'estradiol. Et la partie OH ici, ça comporte comme des phospholipides. Donc, il y a la partie hydrophile
et le reste de la molécule qui est hydrophobe. Et les acides nucléiques, donc qui sont les composantes principales d'ARN et d'ADN. Donc, l'ADN, c'est le support du matériel génétique. Et pour les ARN, il y a plusieurs types avec chacun leur fonction variée. Donc, il y a l'ARN messager, l'ARN de transfert, l'ARN ribosomal qui est impliqué au niveau de la synthèse protéique. Et les ARN sont aussi impliqués dans la régulation de l'expression des gènes et dans leur transport, dans le transport des ARN eux-mêmes et des protéines. Et ils ont certaines activités catalytiques. Donc, un nucléotide, donc si on parle d'ADN, le sucre qui compose l'ADN, c'est le déoxyribose. Ce sucre est lié à une base. Donc, au niveau de l'ARN, ce sucre serait le ribose et ça serait associé à une base. Donc, il y aurait la formation d'un lien et il y aurait un groupement phosphate. Donc, pour former ces deux liens, c'est encore une réaction de déshydratation car l'eau est libérée. Donc, il y a trois composantes pour former un nucléotide, le sucre, la base et le groupement phosphate. Donc, le lien se forme ici entre le carbone 1' du sucre à l'azote de la base azotée et ici avec le carbone en 5' avec le phosphate. Dans le fond, ici, on a numéroté les carbones du sucre avec la désignation prime pour les différencier des carbones de la base. Et on retrouve un OH en 3', tandis que si c'était la molécule de ribose, on trouverait un OH en 2'. Et étant donné que pour le déoxyribose, le OH se situe au carbone 3', le prochain nucléotide va s'attacher au carbone 3'. Donc, en résumé, le carbone 1' attache à la base, le 3' s'attache au prochain nucléotide, le 5' s'attache au groupement phosphate. Puis une manière facile de distinguer entre l'ADN et l'ARN, c'est de trouver un groupement OH au niveau du carbone 2'. Donc, dans le fond, pour former le lien entre le sucre et la base, c'est une réaction de déshydratation, mais pour former un lien entre le phosphate et le sucre, c'est un lien ester qui va se former ici. Okay. Les sucres, il y en a deux types, le ribose et le déoxyribose. Donc, comme ça a été déjà mentionné, l'ARN est composé de ribose, tandis que l'ADN est composé de déoxyribose. Le OH ici, au carbone
de prime à une importante activité catalytique car l'oxygène est hyperréactif et ça fait la différence et rend la molécule d'ARN plus instable que la molécule d'ADN. Les bases, donc les acides nucléiques sont composés par une des 4 bases. Il y a les purines, donc l'adénine ou la guanine. Donc, on a les atomes ici sont numérotés et on commence avec l'azote. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atomes qui forment les 2 cycles. Et c'est l'azote dans la position 9 chez les 2 purines qui va s'attacher au sucre pour former la base. Il y a les pyrimidines, donc la cytosine, la thymine et l'uracile. Donc, avec l'ADN, c'est l'uracile qu'on va... la thymine, pardon. Avec l'ADN, c'est la thymine qu'on va retrouver et l'uracile va être trouvé chez l'ARN. Et la seule différence entre les deux, c'est le CH3 que vous voyez ici au niveau de la thymine. Le reste est tout pareil. Ici, c'est un cycle simple, donc c'est numéroté de 1 à 6 et ça commence avec l'azote et c'est l'azote en position 1 qui va s'attacher au sucre. Donc, un peu de nomenclature en lien avec les bases. Donc, quand on parle d'une base, c'est appelé par son nom. Donc, ici, on a l'adénine, on peut avoir la cytosine, la guanine, la thymine ou l'uracile. Et l'abréviation, c'est simplement la première lettre. La base associée à son sucre forme un nucléoside. Donc, on change la terminaison du mot. Donc, ici, ça devient l'adénosine au lieu de juste l'adénine. On peut même être plus spécifique et dire riboadénosine, étant donné qu'ici, on a un sucre qui est le ribose. Si c'est le déoxyribose, ça serait le déoxyadénosine. Et finalement, on va attacher le groupement phosphate et qui va former le nucléotide au complet. Donc, c'est composé d'un sucre, d'un groupement phosphate, puis ici, l'adénine. Donc, ici, on appelle cette molécule la riboadénosine phosphate ou monophosphate parce qu'il y a seulement un groupement phosphate. Donc, on peut rajouter des groupements phosphate. Donc, ici, on a ADP pour diphosphate et ici, l'ATP parce qu'il y a 3 phosphates. Dans les 3 cas, ça demeure un nucléotide. Donc, pour catalyser la formation d'ARN ou d'ADN, il faut un nucléotide triphosphate comme substrat, mais une fois à l'intérieur de la molécule, on va hydrolyser les 2 derniers groupements phosphate, donc c'est-à-dire le phosphate bêta et gamma. Et donc, à l'intérieur de la molécule, ça va avoir la structure monophosphate. Donc, les phosphates sont numéros, mais éplés avec alpha, bêta, gamma, commençant du plus proche. Donc ici, vous avez un tableau résumé
qui vous résume la nomenclature qu'on vient de voir dans la diapo précédente. Donc, l'adénine va former l'adénosine. Et si on ajoute 3 phosphates, ça va être l'adénosine triphosphate, donc abrévié ATP. Et si on veut distinguer si on veut faire la distinction au niveau des sucres, donc la ribose ou la déoxyribose, on ajoute un petit D avant pour indiquer que c'est le déoxyribose. Donc, lorsqu'on crée l'ADN ou l'ARN, on va attacher aux 3' du nucléotide déjà présent. Donc, on hydrolyse les 2 derniers phosphates, donc les phosphates bêta et gamma. Donc, ça libère une molécule de pyrophosphate et le phosphate va venir s'attacher au OH du carbone en 3'. Donc, la chaîne va croître du 5' vers 3' parce qu'on attache le nouveau nucléotide au niveau du carbone 3'. Finalement, les acides aminés, donc c'est la dernière famille des macromolécules. Donc, les acides aminés sont la base des protéines. Les acides aminés sont beaucoup plus petits qu'un acide nucléique. Il y a seulement un carbone alpha qui est lié à un groupement amine et un groupement acide. Donc, ça. Il est également lié à un hydrogène et à un groupement R qui est variable. Donc, R peut avoir plusieurs identités et c'est ce qui va donner la caractéristique unique à chacun des 20 acides aminés différents. Donc, à cause de leurs groupements différents, on peut les classer dans 4 groupes. Donc, les acides aminés non polaires, neutres polaires, basiques et acides. Et donc, on désigne ce groupement R comme la chaîne latérale parce que tout le reste est identique. Donc, le groupement amine et acide sont chargés, mais ils s'annulent. Donc, c'est simplement le groupement R qui va différer et séparer les acides aminés dans ces 4 classes différentes. Donc, pour commencer, les acides aminés non polaires, donc, on va les reconnaître par la chaîne latérale qui est composée des atomes carbone et hydrogène uniquement. Par exemple, il y a quelques exceptions par contre, comme le tryptophane qui a un groupement azote, la cystéine qui a un groupement sulfhydryl et parce que le groupement SH peut être légèrement polaire, la cystéine peut être plus ou moins polaire. Donc, parfois, la cystéine est classée comme non polaire, parfois polaire. Mais de manière isolée, la cystéine, dans un contexte où la cystéine est isolée, elle est non polaire, mais dans certains contextes, pourrait être polaire. Donc, vous pourrez voir des différences dans certains livres de biochimie au niveau de sa polarité. Et la méthionine comporte également un atome de soufre. Donc, ces acides aminés ont des chaînes latérales qui sont hydrophobes. Les acides aminés neutres polaires ont un groupement polaire, mais pas chargé. Plus souvent, des groupements OH, comme on le voit dans les 3 acides aminés du O, donc dans la sérine, thréonine et dans la tyrosine, il y a
ils ont tous un groupement OH dans leur chaîne latérale. Ou il peut avoir un groupement amine, comme c'est le cas pour l'aspargine et la glutamine. Donc ici, il y a un groupement amine et ici aussi. Et on retrouve la cystéine parce que, comme j'ai mentionné tantôt, elle peut se retrouver dans les deux groupes. Ces acides aminés, à cause de leur groupement OH, peuvent faire des liens hydrogènes et peuvent être modifiés par la création de liens covalents. Donc, quand on ajoute un groupement phosphate sur les 3 acides aminés du haut, ils vont être phosphorylés, donc plus souvent, et donner la possibilité d'avoir des réactions plus diversifiées que les acides aminés hydrophobes. Il y a les acides aminés basiques, donc qui ont une charge positive avec une amine, donc la lysine, l'arginine et l'histidine. Chez l'histidine, cette charge positive est partielle, donc le lien double ici peut osciller et donc c'est une demi-charge qui est présente, une demi-charge positive qui est présente sur ce azote. Et l'histidine peut être phosphorylée chez les plantes et les bactéries, mais pas chez les animaux. Les acides aminés acides, donc l'acide aspartique et l'acide glutamique, contiennent des groupements carboxyles dans leur chaîne latérale et ils ont des formes en sel de ces acides. OK. Les liens peptides, c'est ce qui va lier 2 acides aminés ensemble. Donc, c'est ce qui va en fait former des protéines. Donc, le groupement OH du groupement carboxyle d'un acide aminé va attacher un groupement amine de l'acide aminé suivant. Donc, ici, il y a le groupement carboxyle et ici, il y a le groupement amine. Et donc, ça va former un lien entre le carbone et l'azote. Avec le double lien O et C ici, entre l'oxygène et le carbone. Dans cette réaction, il y aura également libération d'une molécule d'eau. Et donc, cette double liaison peut osciller entre le carbone et l'oxygène et l'azote et l'oxygène, qui va faire en sorte que, étant donné qu'il y aura la présence d'un double lien, il y aura une certaine rigidité. Donc, une fois liés, les acides aminés ne peuvent pas pivoter aussi librement les unes par rapport aux autres. Donc, ici, c'est simplement pour illustrer des similarités dans l'ossature d'une molécule d'ARN avec une molécule de protéines. Donc, ils ont quelques similarités parce que les deux font des molécules hyper longues, mais aussi hyper stéréotypées. Donc, la molécule d'ARN, on a les 3 phosphates au début, car c'est le premier nucléotide et après, c'est l'enchaînement qui suit. Donc, la molécule d'ARN, toutes les chaînes sucre-phosphate sont pareilles. Il y a toujours un sucre et un phosphate pour les milliers de paires de bases dans le cas d'ARN et les millions de paires de bases dans le cas de l'ADN.
Donc, par exemple, le plus petit chromosome chez l'humain, c'est le chromosome 21 qui a 48 millions de paires de bases, donc 48 millions de nucléotides attachés les uns après les autres. Donc, l'ossature de la molécule demeure pareille. Cette partie-là est non variable. Elle est tout le temps la même chose. C'est la base qui est la partie variable, donc qui donne la séquence de la molécule et donc donne l'identité dans l'ADN et différencie les molécules une par rapport aux autres. Donc, ça donne une certaine spécificité à la molécule qui est produite à partir de cet ARN. La protéine, l'ossature qui est formée, c'est un groupement amine et carboxyle sur toute la longueur de la protéine. C'est les chaînes latérales qui sont spécifiques pour chacun des acides aminés. Okay. Donc maintenant, on va poursuivre avec les deux dernières sections, donc les liaisons entre les molécules, donc avec les liens forts et les liens faibles, et la dernière partie qui va être l'énergie d'activation. Donc, les liens chimiques sont la base de ce qui tient les atomes ensemble avec les forces d'attraction. Et tous les liens qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qui maintiennent ensemble les nucléotides, les acides aminés, qui forment les chaînes d'acides nucléiques, sont tous des liens covalents. Donc, c'est des liens forts. Mais il existe aussi des liens faibles qui maintiennent les molécules ensemble et ils ont une importance et une pertinence dans les molécules biologiques. Donc, deux molécules peuvent interagir ensemble sans perdre leur atome s'ils sont maintenus par des liens faibles. Donc, les liens chimiques impliquent souvent un changement énergétique. Donc, pour former AB, ça prend de l'énergie. Inversement, si on veut former A et B en ayant AB, on doit défaire le même lien et donc ça prend une quantité d'énergie également. Donc, l'énergie cinétique, c'est ce qui va permettre de bouger les molécules et va permettre de briser certains liens. Donc, c'est pourquoi quand on chauffe une solution, ça a tendance à briser certains liens parce que les molécules sont en mouvement. Donc, si il y a des liens faibles, comme des liens hydrogène, qui sont relativement faibles, et que la molécule se frappe, ce lien peut se déloger. Et plus les molécules sont en mouvement, plus l'énergie thermique va être importante et il y a plus de chances que les molécules rentrent en collision avec l'un et l'autre et qu'un lien se brise si ce lien est faible. Et donc, plus le lien est fort, plus ça va prendre de l'énergie pour briser le lien. Donc, la loi d'action de masse. Donc, toutes les réactions sont régies par cette loi qui détermine le nombre de liens créés par rapport au nombre de liens libres. Donc, le nombre de liens créés égale le nombre de liens brisés. Dans des conditions données, une réaction va être à l'équilibre lorsqu'il y aura une certaine quantité de A
A qui est libre, le B qui est libre et une certaine quantité de AB. Et dépendamment de c'est quoi ces composés, ce équilibre va être différent. La proportion de ces atomes va donner ce qu'on appelle la constante d'équilibre, le K-équilibre. Donc, la constante d'équilibre est égale à la division entre la concentration de AB divisée par la concentration de A libre fois la concentration en B libre, dans des conditions quand on a une certaine quantité de ces trois molécules. Mais en fait, dans des conditions quand on aura une certaine quantité de ces trois molécules, la réaction va être à l'équilibre et donc le système ne bougera pas. Donc finalement, il va avoir à l'équilibre constamment des molécules qui vont passer d'une forme à l'autre, mais dépendamment de plein de facteurs, on va pouvoir essayer de prédire quel est l'équilibre de cette réaction. Donc l'énergie libre de Gibbs, donc le delta G, donc comme il est impossible de mesurer l'entropie de l'univers, Gibbs a développé un principe qui permet d'évaluer la spontanéité d'un processus. Donc, l'énergie de Gibbs est utile pour quantifier ou mesurer la constante d'équilibre. Donc, tout ça, ça dépend de l'entropie, donc le delta H, et en fait, de l'entropie delta S et de l'enthalpie, le delta H, parce qu'on ne peut pas nécessairement les mesurer, mais ça, c'est l'équation en théorie. Donc, le delta G, c'est une représentation purement théorique de la différence d'enthalpie et d'entropie qui est en fonction de la température. En fait, le delta G et la constante d'équilibre sont reliés. Donc, plus un lien est fort, plus le changement d'énergie libre accompagné à sa formation est grand et plus la proportion d'atomes sous forme liée est grande. Donc, ici, vous avez les deux équations. Dans le fond, les deux équations sont pareilles, c'est juste qu'on a isolé ici le delta G et ici la constante d'équilibre. Donc, le R, c'est la constante des gaz parfaits et le T, la température. Donc, ici, le delta G, c'est égal à R fois T fois le log de la constante d'équilibre. Et si on isole la constante d'équilibre, on a l'exponentielle du négatif delta G divisé par RT. Donc, le but de montrer cette liaison entre la constante d'équilibre et le delta G, c'est que pour, dans le fond, interpréter ce tableau qui montre qu'il y a une relation exponentielle entre les deux. Donc, quand une relation est parfaitement à l'équilibre, donc la constante d'équilibre est égale à 1 et le delta G est égal à 0. Donc, l'équilibre, c'est une situation neutre où il n'y a pas de perte ou pas de gain d'énergie pour passer d'un état à l'autre. Si on a une petite diminution du delta G, donc jusqu'à moins 4, ça implique une très forte variation de la constante d'équilibre, donc qui passe à 1000. Ça veut dire que ça va nous indiquer dans quel sens la réaction va tendre. Quand on a un grand delta G, la différence d'énergie entre le côté gauche et le côté droit de l'équation va être grand. Donc, quand on a un grand delta G très négatif, comme moins 4, la formation du composé est favorisée par rapport au composé indépendant. Donc, plus le delta G est grand avec un signe négatif, moins c'est probable que la liaison se défait de façon spontanée.
ça va prendre beaucoup plus d'énergie pour défaire les liens. Finalement, les liens covalents. Donc, les liens covalents ont des delta G très négatifs. Par exemple, pour former deux molécules d'eau, ça prend deux dihydrogènes plus l'oxygène afin de former deux molécules d'eau. Donc, l'eau est une molécule qui est déjà très stable avec une certaine quantité d'énergie qui est associée. Donc, la différence est de moins 100 kilocalories par molécule, donc dans des conditions standards. Et ça peut évidemment changer si on change la température. Donc, la molécule d'eau est très stable, ça prend 100 kilocalories pour chaque molécule de l'eau pour libérer de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, on a beau chauffer l'eau, ça va bouillir, mais la molécule d'eau va s'évaporer, mais diviser l'eau en hydrogène et oxygène, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. On peut calculer la... Donc, les liens covalents sont pratiquement indestructibles dans des conditions physiologiques et même des liens covalents qui sont moins forts que l'eau sont très difficiles à défaire et dans les conditions physiologiques sont impossibles à défaire. Si une molécule veut changer de sa conformation, on va avoir besoin des enzymes. Donc, le delta G, juste une clarification, lorsqu'il est négatif, ça veut dire que la réaction tend vers le côté droit. Lorsqu'il est positif, ça tend vers le côté gauche. Donc, les liens faibles, il y en a 4. Et de plus faibles aux plus fortes, donc les plus faibles sont les liens de Van der Waals, les liens hydrophobes, par la suite les liens hydrogène et en dernier les liens ioniques qui font partie des liens les plus forts parmi les liens faibles. Donc, les liens faibles, donc les liens de Van der Waals et les liens hydrophobes ont un delta G de 1 à 2 kilocals par molécule. Et ça, c'est à 25 degrés. À 37 degrés, on aurait un peu plus, le chiffre serait un peu plus grand. Et les liens hydrogène et ioniques qui sont un peu plus forts. Et la pertinence des liens faibles en général, c'est qu'il devient significatif quand on accumule plusieurs de ces liens. Donc, par exemple, les interactions de Van der Waals qui ne dépendent pas d'atomes particuliers et ça fluctue selon les charges d'atomes et c'est des liens que toutes les molécules sont capables de former. Donc, quand les atomes sont disposés de façon à être compatibles dans leur géométrie, ça favorise les interactions de Van der Waals. Et plus les formes vont être compatibles, plus ils vont être solidement attachés, un peu comme des Legos. Donc, ici, c'est simplement le contact physique qui va initier le lien. Donc, ça va faire en sorte que des structures compatibles vont devenir spécifiques et vont être capables de s'arranger ensemble d'une certaine manière. Un exemple où il y a présence des interactions Van der Waals, c'est l'interaction entre un anticorps et son antigène. Donc, ce n'est pas que des liens Van der Waals, il y a des liens plus forts, mais il y a plusieurs liens Van der Waals présents. Donc,
par la suite, les liens hydrophobes, c'est un peu le même principe. Donc, les surfaces hydrophobes vont s'agglutiner ensemble. Il n'y a pas des interactions électrostatiques. Donc, c'est un peu le contraire d'une réaction d'hydrogène. Donc, sont repoussés par l'eau. Donc, la polarité est nécessaire pour créer des réactions électrostatiques. Donc, les molécules qui forment des dipôles permanents comme l'eau vont se former quand on a des atomes d'électronégativité différents. Comme on l'a déjà vu, l'oxygène a une charge négative partielle et les deux hydrogènes ont une charge positive partielle. Donc, l'électronégativité des éléments est représentée dans le tableau ici. Donc, c'est donné par le chiffre qui est indiqué sous la lettre désignant l'élément. Donc, par exemple, pour l'hydrogène, ça a une valeur de 2,2, tandis que l'oxygène, c'est l'élément le plus électronégatif du tableau. En fait, l'élément qu'on peut retrouver dans des molécules biologiques, parce que sinon, il y a la fluorinine, mais l'oxygène demeure celui le plus électronégatif dans les parmi les éléments qui peuvent se retrouver dans les molécules biologiques. Donc, on peut calculer cette polarité en utilisant des vecteurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, par exemple, dans la molécule d'eau, l'oxygène attire beaucoup plus les électrons que l'hydrogène. Donc, on peut faire la somme des vecteurs pour calculer l'électronégativité de la molécule. Donc, on fait la somme des vecteurs de hydrogène vers oxygène. Donc, ici, hydrogène, comme on l'a vu dans le tableau précédent, est égal à 2,2 et oxygène a une valeur de 3,44, donc une différence de 1,24 en faveur de l'oxygène. Donc, la somme des vecteurs va faire en sorte qu'il y a un dipôle résultant qui sera une fraction de ça dans la direction d'oxygène. C'est pour ça que la molécule d'eau est polaire. Ouais, donc, le dipôle résultant va pointer vers l'oxygène. Comparativement à une molécule de méthane, ici, qui est complètement neutre. Donc, la différence d'électronégativité est beaucoup plus petite, presque inexistante, et les 4 atomes d'hydrogène sont absolument symétriques. Donc, la somme de tous les vecteurs qui vont tous au centre est donc nulle, car ils vont tous s'annuler. Donc, il n'y a pas de dipôle qui est créé ici. Donc, c'est assez complexe de calculer la polarité et s'il y a plus que 2 atomes impliqués, par exemple, la polarité des chaînes latérales dans les acides aminés, ça peut devenir assez complexe. C'est simplement suffisant de savoir qu'il y a un OH, donc la molécule est polaire, et que le reste de la molécule est neutre. Donc, les liens hydrogène. Donc, lorsqu'on a un dipôle qui va se former, on aura la possibilité de créer un lien hydrogène car on aura un déplacement de charge, donc des ions hydrogène qui vont être légèrement positifs et des ions oxygène ou azote qui vont être légèrement négatifs. Donc, même s'ils ne sont pas chargés, ils ont une charge partielle, c'est-à-dire un dipôle. Donc, on peut créer un lien électrostatique faible. Et pas tous les ponts d'hydrogène sont égaux. Plus le lien va être fort, plus la distance entre les atomes
euh, va être plus court. Donc, par exemple, ici, la distance entre le H et le O est de 2,7 Armstrong. Lorsque le O est négatif, l'électronégativité est encore plus présente parce qu'il y a un rapprochement et la distance est seulement de 2,63. Donc, les atomes sont encore plus proches. Donc, dans les molécules organiques, il y a beaucoup de liens hydrogènes qui vont être possibles. Les liens hydrogènes, la force du lien hydrogène, en fait, dépend aussi de la direction. Donc, quand le lien est parfaitement aligné entre un H et un O et qu'ils se retrouvent dans le même plan, le lien est très fort. Mais s'il y a un angle, comme schématisé ici, le lien hydrogène est plus faible et on peut donc tolérer un lien jusqu'à 30 degrés. Au-delà de ça, c'est pas possible d'avoir un lien. Donc, toutes ces considérations sont importantes quand on essaye de produire la structure d'une protéine. Donc, la structure de l'eau, donc chaque molécule d'eau peut former 4 liens d'hydrogène. Donc, la capacité de former ces liens d'hydrogène, ça découle de la structure de la molécule d'eau. Aux températures ambiantes, l'eau est liquide. Donc, si est en haut de 0 degré, elle est liquide. Par contre, si on remplaçait l'oxygène par le soufre, qui est dans la même colonne du tableau périodique, donc au lieu d'avoir H2O, on avait du H2S. Ce composé est gazeux et en forme de gaz aux températures ambiantes parce que les liens hydrogènes ne sont pas aussi forts avec le soufre. Donc, il demeure polaire, mais pas autant que l'oxygène. Donc, la molécule d'eau, elle est parfaitement balancée pour faire plusieurs interactions. Donc, elle forme des carrés parfaits, ce qui rend l'eau en forme liquide très stable. Et cette stabilité permet aussi la solubilisation de plusieurs substances. Donc, chaque molécule d'eau peut former 2 ponts d'hydrogène, donc peut interagir avec plein de molécules qui sont polaires et les rendre solubles dans l'eau. Donc, quand on dilue quelque chose dans l'eau, on va interrompre les interactions entre les molécules d'eau. Dans le fond, on va changer le point de congélation, le point d'ébullition. Et c'est pour ça qu'on met, c'est le principe derrière mettre du sel pour déglacer pendant l'hiver. Donc, ces interactions interrompent les interactions des molécules d'eau, donc changent les propriétés de la solution. Même une substance polaire a une solubilité limitée, car on peut épuiser les capacités de former des liens hydrogènes et on ne peut pas solubiliser davantage. Par exemple, si on met trop de sucre dans le café, il va rester au fond après qu'on ait mis une certaine quantité. Donc, il y a une quantité limite de combien on peut solubiliser dans l'eau et ça dépend du nombre de liens hydrogènes que l'eau peut créer. Et la dernière partie qui va parler de l'énergie d'activation. Donc, c'est quoi l'énergie d'activation? C'est que même un lien covalent faible est en réalité un lien très fort. Donc, comparé aux liens faibles, les liens covalents, peu importe de quel type, il est toujours fort. Malgré un ΔG négatif, une réaction ne se produira pas spontanément dans les conditions physiologiques si elle implique le bris d'un lien covalent. Donc, un ΔG négatif, même si il est favorable,
ça ne va pas se produire de façon spontanée et donc il faudra utiliser des enzymes. Les seules réactions qui pourraient se produire de façon spontanée sont ceux qui impliquent un changement de forme comme l'isomérisation. Si ça implique un lien covalent, ça ne peut pas avoir eu lieu de façon spontanée. Et l'énergie est nécessaire pour séparer les atomes. Et lorsque partiellement séparés, ils peuvent se recombiner avec d'autres atomes pour former une molécule avec moins d'énergie. C'est le principe qui va faire en sorte qu'une réaction va être favorable. Donc, ici, dans ce schéma, on a des composés A et B et C et D qui ont une certaine quantité d'énergie libre associée à ces substrats. Et il y a une certaine quantité d'énergie libre associée au produit de la réaction, donc AD et CB. Donc, on change les associations. L'énergie libre des substrats est plus grande que celle des produits finaux. Donc, le delta G est négatif. Et tout ce que ça veut dire, c'est que l'équilibre de réaction favorise les produits par rapport au substrat, mais cette réaction ne va pas se passer de façon spontanée d'un état à l'autre, car il faut briser les liens qui sont présents entre A et B pour que A puisse associer à D. Donc, on a besoin d'une certaine énergie qui s'appelle l'énergie d'activation. C'est le même principe que si on met plein d'hydrogène et plein d'oxygène dans un contenant, ça ne va pas former de l'eau de façon spontanée. Ça prend l'énergie qui peut être sous forme d'une éclair ou une flamme pour former de l'eau. Donc, l'énergie d'activation, c'est l'énergie qui est nécessaire pour briser un lien covalent et permettre la création d'un nouveau lien. C'est à peu près impossible aux températures physiologiques que cette réaction se produise de façon spontanée. Donc, toutes les réactions qui impliquent un lien covalent ne peuvent jamais se produire car l'énergie nécessaire est trop grande. Mais on a besoin que ces réactions se passent au niveau des cellules. Donc, c'est là que les enzymes interviennent. Donc, le rôle des enzymes, c'est en fait d'abaisser cette énergie d'activation. Donc, la courbe rouge que vous voyez à l'écran montre l'énergie qui est nécessaire pour que le substrat soit transformé dans le produit. Et en présence d'une enzyme, on a la courbe mauve qui démontre que cette énergie d'activation est nécessaire et moins grande. Donc, en créant ce intermédiaire enzyme-substrat, on abaisse l'énergie d'activation nécessaire. Donc, physiquement, les enzymes vont rapprocher les substrats tellement proches que la réaction va se créer. C'est un peu comme si on augmentait tellement les concentrations des réactifs. Donc, sans vraiment l'augmenter, on les rapproche physiquement et donc ça vient réduire le volume en quelque sorte. Donc, c'est comme s'il y avait une très grande concentration de substrat. Donc, les enzymes vont faire ça et ça va permettre de catalyser la réaction, mais ça ne change pas l'équilibre ou le delta G. Mais l'énergie d'activation nécessaire va être diminuée. Donc, tous les changements qui impliquent les liens covalents seraient impossibles si il n'avait pas la présence des enzymes. Par exemple, la dégradation du lactose en glucose et galactose ne peut pas survenir sans la présence de l'enzyme lactase. Et s'il n'y a pas cette enzyme, la personne est intolérante au lactose.
Donc, toutes les réactions qui se produisent dans la cellule vont être catalysées par une enzyme. Et si l'enzyme n'existe pas, la réaction est impossible. Les liens à haute énergie. Donc, paradoxalement, ils ont relativement peu d'énergie libre. Donc, le delta G moyen est autour de 7 kilocalories. La molécule, donc, ces liens sont relativement faciles à défaire, donc peuvent fournir leur énergie à des réactions. La molécule à haute énergie la plus importante est l'ATP. Donc, pourquoi on parle tellement d'ATP? C'est que c'est une réserve d'énergie chimique. Donc, en défaisant, en hydrolysant l'ATP, en enlevant les phosphates, on peut aller chercher l'énergie qu'on peut fournir à une autre molécule. Donc, l'ATP a 3 liens phosphates, 3 liens à haute énergie qu'on peut défaire, mais souvent, on défait juste les 2 premiers. Donc, enlever le phosphate gamma, donc la première réaction ici, lorsqu'on enlève le premier phosphate, qui s'appelle le phosphate gamma, on libère 7 kilocalories. Lorsqu'on enlève le deuxième phosphate, on libère 6 calories. Si on fait un autre type de réaction, mettons, on libère les 2 phosphates du premier coup, ça libère quand même les mêmes 7 kilocalories et le groupement de pyrophosphate ici peut se libérer encore 6 kilocalories. Donc, au final, ça libère la même quantité d'énergie. Il existe aussi d'autres liens à haute énergie autres que le ATP. L'ATP n'est pas la seule molécule à haute énergie. Par exemple, il existe le pyruvate ici. La créatine et le thioester qui comprend l'acétyl-CoA et des composés du cycle de Krebs. Donc, dans ce schéma, le petit til que vous voyez ici dénote le lien à haute énergie. En général, un atome de phosphate est relié à un atome d'oxygène ou un atome d'azote. Par exemple, ici, ça se situe où la flèche pointe. Sinon, au niveau de l'aminoacide adénylate, c'est entre l'oxygène et le phosphate ici. La troisième molécule, c'est ici. Sauf au niveau du thioester, le lien à haute énergie se situe entre le carbone et le soufre ici. Donc, cette libération d'énergie, c'est un principe qui nous permet de coupler des réactions et c'est pourquoi plein de réactions sont ATP dépendantes. Donc, on va utiliser l'énergie de la dégradation d'ATP en AMP pour activer notre réaction. Par exemple, on va ajouter un phosphate ici à la molécule de glucose. Mais pour faire ça, le delta G est de 3,3 kilocalories. Par contre, on peut favoriser, donc dans cette réaction, vu que c'est positif, la forme libre de glucose et de phosphate est favorisée. Donc, ça prend une certaine énergie d'activation car on va contre l'équilibre de la réaction. Si on coupe cette première réaction avec l'hydrolyse d'une ATP en ADP, ça fournit 7,3 kilocalories. Donc, au lieu d'ajouter le phosphate au glucose, on coupe les 2 réactions pour phosphoryler le glucose. Et donc, le delta G de la réaction globale, qui est l'addition de ces 2 delta G, est
est devenu favorable à -4. Donc, quand on a phosphorylé une autre protéine, on va utiliser le phosphate gamma de l'ATP pour le transférer à une autre molécule et non pas un phosphate libre et rendre la delta G de la réaction favorable, comme on le fait dans ce cas-ci. Les molécules activées, donc souvent on va utiliser l'ATP pour activer une molécule. On va faire des réactions de transfert successives, donc transférer des liens à haute énergie. Donc, par exemple, si on veut former une molécule de GTP, la réaction est de prendre un GMP, qui est la guanosine avec un phosphate, et de transférer des groupements phosphates provenant de l'ATP. Donc, ça nous donne l'ADP et GDP. Par la suite, on va prendre un autre ATP et transférer un autre phosphate au GDP de cette réaction ici. Et ça va nous donner un autre ADP avec la GTP. Donc, ça permet le transfert des deux phosphates ont permis d'avoir une GTP active. Donc, l'activation des acides aminés. Donc, pour fabriquer des protéines, il faut attacher l'acide aminé à une ARN transférase qui va l'amener au ribosome lors de la traduction. Donc, l'acide aminé, on ne peut pas l'attacher directement à l'ARN transférase. Ça se fait en deux réactions. Donc, on va attacher un AMP au groupement acide, donc le carboxyle ici, du acide aminé. Donc, on va avoir un acide aminé adénylé, un adénosine attaché à un acide aminé. Et donc, ça va créer un lien à haute énergie sur l'acide aminé. Lorsqu'on va hydrolyser ce lien, ça va être hydrolysé, ça va être utilisé par l'enzyme ARN transférase. La ARN T-synthétase, en fait, pour venir attacher l'acide aminé à l'ARN transférase. Donc, on va utiliser l'acide aminé avec l'AMP pour l'attacher à l'ARN transférase et libérer l'AMP par la suite. Donc, l'ARN transférase va être attaché à l'acide aminé. Donc, cette réaction permet d'activer l'acide aminé pour être attaché à l'ARN transférase. Donc, ceci clôt le tout premier cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre par Teams ou il y a le forum de questions aussi.